Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes chez Argos. Les fiches USB, ça fait 2 ans qu'on les connaît et qu'elles offrent des possibilités supplémentaires à nos Mac et à nos PC. Et vous allez voir qu'elles n'ont pas fini de nous étonner. La campagne électorale a débuté. Alors, est-ce qu'un candidat peut vous envoyer un mail sans au préalable en avoir fait la demande? La réponse tout à l'heure avec Jacques. Côté jeu, Gilles nous présentera Onimusha 3, une exclusivité Cybercafé avec Jean Reno. Sylvie, quant à elle, est de nouveau allée à la rencontre d'un collectif français. Ils sont une demi-douzaine de compositeurs et de DJ. Vous aurez également droit à quelques geek news et des sites décalés. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Mais je vais très bien. Mais fort bien, moi. Et nous sommes dans un endroit assez magnifique, dont on parlera en fin d'émission. Juste un petit mot pour que vous compreniez ce qu'il y a et que vous allez voir pendant toute l'émission derrière nous. C'est la grand-mère de Brice et le grand-père de Brice. Voilà, non pas du tout, c'est une œuvre de Urit Seig et Avishaham. L'un un sculpteur, l'autre fait des œuvres vidéo. Voilà, puis on verra tout au long de l'émission. C'est un gorille qui va d'ailleurs chercher l'époux à notre premier Non, invité. c'est Philippe. Ah, c'est vrai, t'as raison, je ne peux pas avoir d'époux. L'USB va devenir l'an prochain l'USB sans fil. Non, non. Vous trouvez ça drôle? Non, c'est vrai, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Tu viens nous parler de quoi? Si vous êtes gentil d'abord. Oui, on t'aime bien. De quoi tu veux nous parler, Philippe, s'il te plaît? Je vais vous parler d'USB. Ah, c'est nouveau l'USB. Mais oui, encore. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'USB? Il y a plein de choses. Vous savez que l'USB, en fait, ce qui se passe, c'est que l'USB fait du sans fil maintenant. Et l'USB va le fameux wireless USB? Non. Actuellement, on a déjà l'USB qui fait du sans fil et puis le USB va devenir sans fil. Vous voyez la différence? Pas trop. Bon, alors, je commence par le début. Oui. D'abord, vous avez les sticks USB. Vous voyez? Oui, on qu'on connaît. Les sticks connaît. USB de mémoire. Ça, c'est Celui-ci est très petit. Ah, il est très petit, il fait 9 grammes. C'est le Micro Mini Diomega. C'est franchement un des plus petits qui existe, si pas le plus petit. En porte-clés. En porte-clés, 64 mégas sur celui-là, mais 128 aussi. À 64 mégas, ça vaut 50 €. On le replie, hop, il y a même 3 couvertures différentes, de couleurs différentes pour ceux qui veulent changer. En gros, je vais tester. Voilà, Tester, Je teste. Voilà, il teste. Ça fait 9 grammes, c'est bon? C'est pas mal, hein? Bon, alors, Ensuite. sérieusement, les sticks mémoire, c'est déjà un peu passé. On a déjà parlé de C'est ça. has-been, Ouais, hein. c'est Maintenant, déjà on le has-been. met dans les paquets lessives. Mais voilà, c'est ça exactement. Alors, quelque chose qui est encore un peu has-been aussi, et je parlais de l'USB qui fait du sans fil, c'est la clé USB Bluetooth. Un grand classique. Ouais. Un grand D'ailleurs, classique. les premières connexions Bluetooth se faisaient avec une clé USB. Voilà, c'est quand même très pratique effectivement quand Ouais. on a un PC ou un Mac qui n'est pas équipé Bluetooth ou qu'on ne veut pas équiper Bluetooth. Ça coûte moins de 50 € maintenant, sans aucun problème. Très pratique pour se connecter à un téléphone, pour se Connecter à à un l'Internet téléphone par exemple. ou au PDA effectivement. Voilà. Et pour Voilà, surfer ça sur c'est le has-been. Mais Voilà. le neuf, c'est quoi? Quoi de Alors, neuf? Il y a encore un petit peu moins has-been, c'est la le même chose. café ici, hein, Philippe? Oui. Oh, ça va. Il y a quelque chose d'un petit peu moins has-been, c'est ça en Wi-Fi. Ah, ça c'est déjà mieux, hein, ça vous aimez déjà un peu L'adaptateur mieux. Wi-Fi USB. Adaptateur Wi-Fi USB, c'est pas celui-là, mais ça existe aussi, ça vaut aussi dans les 50 € à peu près. Donc ça transforme de nouveau votre PC qui n'est pas compatible au départ Wi-Fi en un PC ou un Mac Wi-Fi, effectivement, pour aller sur les hotspots si vous prenez un portable par exemple. Donc, ça, Alors, c'est la déjà nouveauté. Alors la nouveauté, c'est ça. c'est... Quoi On revient au Bluetooth, mais ça va où ça, à votre avis? C'est de l'USB pourtant. Ça c'est lui. Ouais. Ça va. c'est. Ah, je vois. Alors, le port. Non, sur une imprimante. Ouais, ça va sur C'est une imprimante. donc C'est un adaptateur qui transforme votre imprimante en avec imprimante, fil en qui est une imprimante, imprimante USB en imprimante Bluetooth. Exactement. Ah oui. Alors là, ça commence à devenir tout doucement Oh. intéressant. Ouais. Ça veut dire qu'on peut imprimer de son PDA ou de son GSM? Voilà, exactement. En tout cas, les tests devraient le montrer. Et normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Voilà. Pas mal, pas mal. Ça, c'est Pas vachement mal, hein? pratique, hein. Ouais. Mais bon, tout ça va être complètement dépassé parce que Bluetooth, Ben, c'est d'une rapidité. Ça vaut C'est d'une combien? lenteur. C'est oui, machin comme ça. Pardon? Ça vaut combien Ça vaut dans les 60 € à peu près. Ah T'as ouais, remarqué mais- que tout est à 50 €. Ouais, 50, 60 €. Ben, c'est parce que les puces, ça vaut rien, je veux dire. Ouais. Ça ne coûte pas cher de fabriquer ce genre de choses. En fait, c'est le prix pour mettre ça dans une boîte en carton et te le livrer Ben chez voilà, toi. c'est ça exactement. Et puis Mais les gens qui mettent le petit CD qui va avec. Est-ce que ça va pas être dépassé lorsqu'ils vont sortir le wireless USB Mais exactement. qui lui sera à 480 mégabits au lieu de 1? Parce que le Bluetooth, faut-il le rappeler, c'est 1 mégabit par seconde de vitesse. Donc ça veut dire que quand vous voulez transférer quelque chose vers l'imprimante pour imprimer, ça ne Ouais. va pas super vite. En revanche, avec l'USB va devenir l'an prochain
l'USB sans fil, le wireless USB ou WUSB pour les intimes, et qui va effectivement être à la norme d'USB 2, c'est-à-dire à 480 mégabits par seconde. Simplement, c'est énorme par rapport à ce truc-là. C'est énorme. En plus, c'est énorme par rapport au Wi-Fi qui, dans les meilleurs cas, fait 100 mégabits par seconde. Voilà, pour le moment. exactement. Ah ouais. Donc, actuellement, en tout cas, c'est comme ça. Alors que pour le moment, ils sont les escargots, ils vont devenir la Formule 1. Bon, ça portera à quelques Attention, mètres. la distance, effectivement, il faut bien se dire que d'abord, l'avantage, c'est que c'est le protocole USB, donc ça fonctionnera en hot plug and play, comme tout ce qui est en USB, effectivement. Qu'au départ, il faudra équiper d'un petit truc comme ça, wireless USB, son PC qui n'est pas équipé. Et alors, la vitesse sera atteinte, maximum sera atteinte dans un rayon de 3 mètres. Dans un rayon de 10 mètres, on ira quand même jusqu'à 110 mégabits par seconde, ce qui est quand même une vitesse très honorable et qui permet de surfer sans problème, qui permet de faire du streaming. Il y a toutes des applications, si je peux t'interrompre, toutes des applications aussi bien dans l'univers PC, donc l'imprimante, le PDA et des choses comme ça, voire les caméras. On peut imaginer que les appareils photo soient équipés de wireless USB et plus seulement d'USB, comme c'est le cas actuellement, de wireless USB, et donc on ne soit même plus obligé de relier sa caméra ou de sortir sa carte mémoire pour transférer les photos. Tu peux imaginer que tu arrives dans une soirée chez des copains, avec ton appareil photo dans ta poche ou ta caméra vidéo dans ta poche, il y a une télé chez les potes, tu appuies sur un bouton et ça commence à jouer à la télé ta propre émission. Tu peux imaginer plein d'idées. Il y a des trucs qui arrivent. Et vu la vitesse, ça pourra marcher avec des caméras vidéo également, donc des caméscopes numériques, mais tout le monde du home entertainment pourrait aussi bénéficier de ça, puisqu'on pourrait très bien imaginer que dans votre salon, les câbles disparaissent, à part les câbles électriques, parce qu'il faut quand même prendre l'électricité quelque part, mais à part ça, que tous les câbles disparaissent et que le wireless USB devienne aussi la norme pour ça. C'est formidable. C'est formidable, vous avez vu dans Cybercafé, on a le passé, on a le présent, mais c'est surtout le futur. Des démons samouraïs débarquent et commencent à tuer tout le monde. C'est un vrai massacre. Mon gars Gilles, un gars qui n'en veut, est venu avec 2 exclusivités aujourd'hui. Oui, centré sur Onimusha, qui est À tes souhaits. Oui, qui est un samouraï japonais, une figure chère à Capcom, donc les gens qui ont fait des Resident Evil. C'est un type qui a existé, Onimusha? Non, en fait, c'est le héros d'une grande série de jeux vidéo qu'on a. Il y a eu déjà 2 épisodes centrés sur les aventures de ce grand guerrier. Ouais. En fait, ici, il y a 2 jeux qui se préparent. Il y a Onimusha 3 qu'on verra tout à l'heure, qui reprend plus ou moins ce qu'on a connu jusqu'ici, et le premier, Blade Warriors, Onimusha Blade Warriors, qui est un jeu de combat reprenant, donc un jeu de combat plus ou moins classique, on va dire, à la Street Fighter, de façon un peu caricaturale comme ça, qui reprend en fait tous les personnages de la saga des Onimusha, puisque la particularité d'Onimusha, c'est systématiquement d'avoir des figures des personnages très typés, qui sont d'ailleurs, dont les traits sont tirés d'acteurs japonais connus de l'archipel, donc des grandes stars comme ça Il y aurait Jackie Chan dedans? En fait c'est des personnages qu'on ne connaît pas vraiment de notre côté, mais c'est quand même des figures. Donc ici, en fait, la particularité de ce Blade Warriors... Les visages appartiennent à des figures. Oui. Donc ici, on a la possibilité de rejouer avec toutes ces figures mythiques, tous les combattants qu'on a connus dans la série des Onimusha. Et ici, ça consistera dans un jeu vraiment à la Street Fighter. Il faut jouer sur l'environnement, sur les niveaux, et on pourra ainsi revivre quand même dans un mode story plus ou moins toutes les grands... On se bat à plusieurs là quand même. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, et on pourra en tout cas revivre toutes les grandes batailles de ce jeu d'action-aventure de Capcom. 4 joueurs en réseau ou 4 joueurs sur la même console? Sur la même console. Et on est ensemble sur l'écran ou c'est divisé en 4? Ça se divise par moment, donc en 2, en 4 en fonction du nombre de joueurs. C'est relativement intéressant pour celui qui aime en tout cas le jeu de combat classique, pur et dur, même si ici on est loin en tout cas d'un côté hyper ficelé des jeux d'action du genre. Donc ça c'était la petite exclusivité, mais on a une grosse exclusivité. Oui, la petite exclusivité, donc Onimusha Blade Warriors sortira aux alentours du mois de juin, et la grosse sortira en septembre avec Onimusha 3, donc la suite directe de ce qu'on a connu des aventures de Samanosuke. Avec un acteur français extrêmement connu au Japon. C'est ça le côté génial Adamo de cette série. Camélia? Non, en fait, Onimusha 3, ici, ils sont partis dans un délire scénaristique complètement hallucinant. Jusqu'ici, c'était toujours centré sur le Japon médiéval, XVIe siècle, etc., donc le Code de l'honneur. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont été chercher les services de Jean Reno, qui a également prêté ses traits à la modélisation 3D d'un personnage de la série des Onimusha. Allô? Henri? Ah, c'est toi, papa. Henri, tu dors encore. Lève-toi vite, sinon tu vas être en retard à l'école. D'accord. N'oublie pas de te brosser les dents. Et si tu vois Yvette, la voisine d'à côté, dis-lui que je passerai la remercier pour le dîner de l'autre soir. Ok. Quand est-ce que tu rentres à la maison, papa? Dis-lui que je passerai ce soir. N'oublie pas surtout. Jacques! Jacques! Je dois te laisser, Henri. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Viens tout de suite! Il
Donc Jean Reno débarque. Donc physiquement, on va jouer avec Jean Reno. Avec Jean Reno. Mais la parade, c'est comment... Qui est une star au Japon, donc c'est une grande star. Logique. C'est assez logique, c'est une grande star avec les films de Besson. Ouais. Donc ici, comment est-ce qu'ils ont réussi à balancer Jean Reno dans le Japon médiéval? En fait, ici, c'est n'importe quoi. Il y a carrément une espèce de parallèle entre Paris en 2004 et la Chine médiévale. Et il n'y a pas Christian Clavier qui court derrière. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas loin des visiteurs, parce que Onimusha 3 tient quand même, en tout cas, presque du nanar 5 étoiles, tellement ils y vont. En fait, Samanosuke, qui, dans une cinématique d'introduction complètement époustouflante, essaye d'arrêter un grand seigneur de la guerre, à la fin du combat qui l'oppose au seigneur Nobunaga, enfin bref, je m'y perds un peu dans tous les noms, se voit téléporté façon Terminator dans une boule toute noire, pleine d'électricité, et débarque comme ça sur les Champs-Élysées, en même temps que toute une série de créatures et de démons tout aussi affreux les uns que les autres. C'est les visiteurs sauce. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. En fait. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voit en fait Jean Reno, qui est une figure du GIGN parisien, qui appelle son fils dans une grande réplique, parce que des répliques, il y en a plein, il appelle son fils accoudé sur sa moto en disant bonjour Henri, préviens Yvette, notre voisine, que je rentrerai tard ce soir. Et puis boum, français. oui voilà, le bon côté. Puis là, il enfourche sa moto, il part à toute allure parce qu'il a son collègue qui l'appelle à la rescousse, parce que des démons samouraïs débarquent et commencent à tuer tout le monde. C'est un vrai massacre, c'est ultra violent. Il y a même moyen de paramétrer ça dans les options, que ce soit encore plus violent. On peut également mettre du sang vert à la place du sang rouge. Bref, c'est interdit, ou en tout cas au moins de 16-17 ans. Et côté japonais, alors, est-ce qu'il y a une star aussi Oui, il y a Kaneshiro Takeshi, je crois, si j'ai bien retenu, qui est en fait l'espèce de Patrick Bruel nippon, toujours comme dans... qui vient poser comme ça. Et en fait, lui, il ne comprend rien non plus de ce qui se passe, parce qu'il passe d'une époque à l'autre. Enfin, c'est un peu n'importe quoi au niveau scénaristique. Ça, en tout cas, ça déboussolera plus d'un... à partir du moment où on ne prend pas le scénario au second degré, même si on ne pense pas vraiment que c'était la base quand de je t'entends, moi je trouve que le scénario justement est très créatif. Ah oui, mais ça change en fait. C'est créatif, mais vraiment c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des scènes où on voit Jean Reno, parce qu'en fait ils passent d'une époque à l'autre, ils doivent évoluer de façon parallèle. Le samouraï de 1500 n'est pas le même que celui de 2004. Enfin bref, c'est assez tordu. Est-ce que tu crois que ça va amener un film, un truc pareil? Je pense pas, parce que ou alors ça va vraiment être un nanar assez culte. Attends, on sait jamais. Parce que, en fait, c'est n'importe quoi. Il y a un moment, Jean Reno part sur un galion espagnol dans le Japon médiéval, se retrouve sous Notre-Dame, où il va directement prendre une espèce de train qui l'amènera à Saint-Michel, à Paris, dans le repère direct. Franchement, moi, je trouve ça génial. L'idée de mélanger c'est vraiment très bien. deux temps parallèles, je trouve ça génial. Ouais, mais c'est bien, surtout que ça n'avait jamais été fait. Et ici, bon, ça sauve la mise, parce qu'au-delà du scénario qui est complètement n'importe quoi, c'est vraiment un bon jeu, dans le sens où c'est l'évolution de la saga de Onimusha qui reste toujours un grand jeu d'action. Donc ça reste un jeu sympa, quoi. Ça reste un tout bon jeu. La seule chose qu'il faut dire, pour terminer, c'est que en fait, les images ici sont issues d'une version qui n'est absolument pas finalisée. Donc la conversion 60 Hz, 50 Hz pour notre territoire n'est pas encore terminée. Donc les images ici ne sont pas aussi sublimes que ce qu'on pourra voir, en tout cas en septembre. Mais en tout cas, ça laisse présager un jeu assez grandiose avec un hiver complètement barré. Donc vous l'avez vu, un jeu qui sortira en septembre. C'était donc une exclusivité Cybercafé. Le spamming vaut aussi pour la politique. Donc là, c'est extrêmement clair. Alors Jacques, tu viens nous exposer un sujet suite à une question qui a été posée sur le forum du site cybercafé.tv. Oui, alors on commence à recevoir un certain nombre d'emails en provenance de politiciens, de candidats aux élections. Et la question qui s'est posée, c'est mais tout compte fait, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut recevoir, est-ce qu'on peut m'envoyer, sans que je l'ai accepté, surtout des si messages le type vient en politiques disant votez pour moi. C'est clair qu'en général, les candidats, c'est essentiellement là le message qu'ils essaient de faire passer. Et en fait, la commission de la vie privée a émis un avis extrêmement précis sur le sujet donc, du respect de la vie privée pour les affaires politiques. Et c'est extrêmement clair, parce que dès qu'on a un fichier, dès qu'on utilise un fichier de citoyen, que ce soit le fichier de la TVA, le registre national, n'importe quel type de fichier, ce sont des données personnelles, et on ne peut pas les utiliser à des fins politiques sans l'autorisation préalable des personnes à qui on envoie. Ça devient un spam en fait alors? Ça devient une espèce de spam. Et d'ailleurs, il y a eu un exemple très clair en Angleterre où la décision de la Cour a été de dire que le spamming vaut aussi pour la politique. Donc là, c'est extrêmement clair. Donc, Jacques, mais lorsque le politicien en question utilise son adresse book
pour communiquer, non pas en disant votez pour moi, mais pour dire, je sais pas moi, venez à telle conférence, débat sur tel sujet, ou venez à telle fête organisée par moi ou pour mon amical, ou par le type qui te souhaite la bonne année. Un truc ou le type qui te souhaite bonne année ou bon mariage, choses comme ça. Là, il ne s'agit pas vraiment de promotion purement politique. Pourtant, le fait que ça émane d'un politicien sous-entend qu'il promotionne sa propre personne pour les prochaines élections. Mais il ne le dit pas clairement. Est-ce que dans ce cas-là, c'est du spam? Alors, il y a eu un avis de la commission de la vie privée concernant justement un bourgmestre qui a envoyé des courriers à ses concitoyens pour le souhaiter bon anniversaire. Et donc, certains, probablement qui n'avaient pas voté pour le bourgmestre en question, se sont plaints. La commission de la vie privée dit clairement, non, ça n'est pas une communication privée, c'est une communication non sollicitée par quelqu'un qui, indirectement, veut faire passer un message politique. Cela dit, quand tu souhaites bon anniversaire à quelqu'un, sauf si tu le connais très très bien et qu'il t'a demandé de lui souhaiter bon anniversaire, la plupart du temps, c'est non sollicité. Donc, on peut en déduire que si tu es politicien, tu n'as pas la même liberté d'expression et que tu ne peux pas souhaiter bon anniversaire. Mais ça vient du raclage. Alors que tu serais plombier, tu pourrais souhaiter bon anniversaire. C'est pas faux. Le problème, c'est que l'adresse book dont on parle est une exception. C'est clair que l'adresse book qu'on a personnellement, on peut s'en servir à des fins personnelles. Donc, si tu as envie de me souhaiter bon anniversaire, je ne vais pas t'assigner. Mais c'est clair que la question, c'est la réaction de la personne qui dit « j'ai donné mon consentement ». Et donc, est-ce que la personne qui est dans le fichier de l'adresse book du politicien en question a donné son consentement pour recevoir ce type de message? C'est le principe de la finalité. Je donne ma carte de visite à quelqu'un, il peut m'envoyer des emails dans le cadre de relations qu'on a eues. Un politicien m'envoie un email. Comment a-t-il obtenu mon adresse? Si je lui ai donné pour un truc A et qu'il l'utilisait pour un truc B, là il y a un détournement. Ouais. Et donc, puisqu'il a eu mon adresse dans une finalité qui n'est pas « je vous donne mon adresse parce que j'ai envie de recevoir votre campagne électorale », dans ce cas-là, il ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? Est-ce qu'on peut porter plainte? Est-ce qu'on peut gagner du fric Direct. On se plaint, on peut être dédommagé? On peut effectivement se plaindre. Quant à être dédommagé, c'est autre chose. Donc on peut effectivement d'abord renvoyer le mail à la personne qui vous l'a envoyé pour dire « je ne veux plus recevoir vos emails », première chose. Deux, puisque c'est une atteinte à la vie privée, on peut se plaindre auprès de la commission de la vie privée. Donc on imprime le mail et on l'envoie à la commission de la vie privée. Et on peut même éventuellement porter plainte devant le tribunal de première instance et éventuellement obtenir des dommages d'intérêt. Mais enfin, il faut savoir que est-ce qu'il va y avoir des gens, des militants d'un parti qui vont recevoir un mail d'un candidat d'un autre et qui vont aller l'attaquer au tribunal pour le discréditer? Ça n'est pas impossible. Le principe, c'est qu'à partir du moment où on reçoit un mail non sollicité, qu'on n'a pas demandé, on n'a pas donné son adresse pour cette finalité, on est effectivement dans l'illégalité. Alors on va s'amuser, ça va être banane là, parce que la campagne qui vient là, il va certainement y avoir l'utilisation d'email marketing. Donc les gars, on est prêts à se plaindre. Mais j'imagine surtout dans les petits villages de 200 habitants, si le bourgmestre a envoyé au boulanger, mais finalement bon anniversaire. le menuisier Oh, c'est du spam. Attention les petits gars. Bah, bon anniversaire à vous, hein, on peut. Joyeux mariage, joyeux enterrement, bonne joyeux naissance, Pâques, bonne année, bon joyeux divorce. Noël. Ce sont des samples de grands chanteurs de la pop et du rock anglo-saxon. Alors Sylvie, un peu de musique, un peu de... Parce que bientôt c'est les vacances, vous allez plus travailler, vous allez pouvoir... Tu veux nous faire penser à nos merveilleux ordinateurs. Tu crois qu'on va écouter ça en vacances? Vous allez pouvoir tomber amoureux et alors vous allez pouvoir faire vos parades amoureuses et éventuellement... Parades amoureuses. Enregistrer, créer de jolis petits textes et les faire chanter par des stars de tous les charts anglo-saxons. Donc vous pouvez prendre un texte de votre choix, vous le transformez rapidement Quoi, des vrais stars, anglais. même ceux qui sortent de la Star Academy, tu veux dire? Non, des vrais monuments, tu vois. Par exemple, George Michael. Des Rousseau, enfin des monuments, quoi. Voilà, exactement. Bob Dylan, etc. Donc par exemple, le texte I love you, you are the sunshine of my life, Bryce. Eh bien, chaque mot va être... C'est pas dedans. T'es sûr? Non, c'est pas dedans. T'es sûr? Et donc tu vas pouvoir décomposer chaque terme et ce sera des stars qui vont les interpréter, les chanter. Tu pourras l'enregistrer et l'envoyer aussi à un ami. On peut peut-être voir un petit test. Ou un ennemi. Hein, regardons cela. Donc ce sont des échantillons, ce sont des samples de grands chanteurs de la pop et du rock anglo-saxon. Vous pouvez les enregistrer et les envoyer à l'élu de votre cœur.
Ah, tout ça, et tu peux même peut-être trouver des petites phrases de Demis Roussos, des trucs. Des trucs légers, quoi. Et justement, s'il y a des mots, par exemple, Sunshine, on voit qu'il n'est pas dans le répertoire, et bien alors il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui vous propose alors de citer le nom de l'artiste, citer le morceau, et le site va essayer de faire l'artiste. I can't get no satisfaction, parce que je parle pas aux femmes comme Raphaël, tu vois, j'ai un autre truc, moi. Et satisfaction n'était pas dedans. Oh, bizarre. Mais c'est dingue. Excuse-moi, c'est dingue. Peut-être un autre site, parce que je suis pas sûr qu'on va draguer des masses avec celui-là. Beaucoup vous amuser, qui propose de faire de la musique en fait quand on s'ennuie très fort au bureau, avec toute une série de bruits qu'on entend sur les systèmes Windows. Dès que le jeu commence, tu es tout de suite au volant d'une voiture, tu fais 2 tours et demi de circuit. Après la musique, le bitume, avec un petit jeu qui va peut-être bien me plaire, Brice. Oui, un petit jeu un peu toqué. Un peu toqué, un peu toca. En fait, justement, tu viens de mettre le doigt sur un point qu'il fallait éclaircir tout de suite, c'est le nom du jeu. C'est un jeu schizophrène. C'est le nom du jeu. En fait, le jeu s'appelle Toka en France et un peu partout dans tous les magazines, vous pourrez en entendre parler. Mais ici au Benelux et en Allemagne, il s'appelle DTM. Donc c'est DTM Race Driver 2. Comme le championnat DTM Comme en le Allemagne. championnat homonyme. Quoi. Voilà, on a un expert. Raphaël, on a un expert le DTM ici. C'est quoi le DTM? J'en sais rien, ça doit être en allemand. C'est le super touring en fait, c'est les voitures de grand tourisme, de tourisme. Tu roules avec des voitures de... C'est comme il y avait chez nous le Procar. Oui, c'est comme il y avait chez nous le Procar à l'époque. Bien joué, hein. Tu continues la saison prochaine et te voilà pro. Avec une place en écurie d'usine. Il te reste une chose à faire, battre la concurrence. Donc en fait, ici c'est le deuxième opus de cette série qui en fait en compte 4 mais qui a changé de nom. Donc c'est le deuxième opus depuis le changement de nom. Une série qui met l'accent ces derniers temps surtout sur le côté immersion du joueur parce que tu as vraiment un scénario qui est là pour te porter dans le mode championnat. C'est-à-dire que dès que le jeu commence, tu es tout de suite au volant d'une voiture, tu fais 2 tours et demi de circuit et puis bouf, tu as une séquence cinématique en vue en première personne. Bon, tu n'agis plus dedans du tout, mais tu as des cinématiques qui vont te faire évoluer dans ta carrière. Et il y a vraiment des gros changements par rapport au... C'est vachement original, c'est un jeu de bagnole scénarisé. Oui, tout à fait, complètement scénarisé. Il faut juste aller vite. Oui, voilà, tu te bats vraiment pour quelque chose, donc pour faire progresser ta carrière. C'était quoi ça? Tu nous as fait quoi là? Tu es là pour gagner des courses, mon gars, pas pour jouer aux auto-tamponneuses. Bon sang. Si tu veux des échantillons de peinture, va faire un stage dans le bâtiment. Ça m'évitera de frôler la crise cardiaque. En plus de ça, il y a vraiment un côté paddock qui est fort développé parce que après la course, tu rentres dans ton mobilhome, il y a l'après-course, ton manager qui t'engueule si t'as pas bien roulé, tout ça, t'as ton assistant. En fait, c'est un peu jour de tonnerre avec Tom Cruise, quoi, non? C'est un peu ça. Sauf qu'ici, il n'y a pas que du DTM ou du Toka. Il y a vraiment toutes sortes de modes de jeu, de modes de pilotage. Est-ce qu'on peut rouler avec des vieilles bagnoles? On peut rouler avec des vieilles bagnoles ou avec des bolides futuristes. En fait, ce qui se passe, c'est que tu dois donc gérer ta carrière et comme tout jeune pilote dans l'ombre qui se respecte, tu vas essayer d'un petit peu de tâter partout, toutes sortes de voitures, toutes sortes de modes de conduite, toutes sortes de championnats. Donc tu dois faire preuve de stratégie. C'est simple, tu dois simplement bien piloter. Tu dois faire des choix. Tu dois faire des choix, effectivement. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que pour pouvoir débloquer, une fois que tu as fini le mode carrière, tu débloques les circuits. Mais comme tu dois faire des choix dans ton mode carrière, eh bien, tu dois refaire une deuxième fois le mode carrière puisque une fois que tu as fait un choix, c'est passé, tu as un autre choix à faire. En fait, un système d'arbres, si tu veux, comme ça. Donc on peut y rejouer plusieurs fois. On peut y rejouer plusieurs fois. Ça se rapproche pas mal de vraiment l'aspect course réelle, quoi. Ah, oui. Vraiment faire en fait, c'est une simulation. Le jeu se veut, d'ailleurs, son sous-titre, c'est The Ultimate Driving Simulator, un truc du style. Et donc c'est vraiment une simulation
beaucoup plus qu'un jeu d'arcade, parce que quand tu passes d'un type de voiture à un autre, par exemple tu passes d'une Formule Ford à, je ne sais pas, une Ford Mustang par exemple, ça n'a rien à voir dans la conduite, quoi. Les Formules Ford, c'est des monocoques comme ça, tu vois, avec les roues qui sortent, c'est pas du tout, tu n'attaques pas du tout la virage de la même façon. Du bateau, tu te promènes un peu plus. Voilà, tu as vraiment, tu peux piloter des camions par exemple, à certains moments dans le jeu, donc c'est très varié, tu as même un mode rallye. Est-ce que tu peux piloter un vélomoteur par exemple? Non, en tout cas je n'ai pas été jusque-là. Et on voit là dans la peinture les reflets du paysage, tout ça, c'est super. Effectivement, j'ai oublié d'en parler, il est très beau, quoi. Il est graphiquement très réussi, les couleurs sont chatoyantes, il est vraiment très fluide. En plus de ça, il y a des reflets sur la carrosserie, comme tu dis, quand tu passes, qu'il y a des arbres, un environnement boisé autour de toi, tu vois les arbres. Et est-ce qu'on roule sur des circuits existants? Oui, en fait, il y a 60 circuits au total. Il y en a une bonne moitié, je veux dire, qui sont des vrais circuits, donc Nürburgring par exemple, ou Francorchamps. Il y a, je n'ai pas vu Francorchamps, mais il y a Zandvoort, un circuit dont j'avais pu entendre parler depuis des années, ça m'a bien fait rire. Francorchamps a été enlevé parce qu'il est parti en fumée. Et donc il y a donc moitié circuits réels et circuits imaginés qui valent vraiment bien les vrais circuits. Ah ben merci pour ce bon petit jeu. Oui, un jeu vraiment que je recommande à tous les fans de simulation et qui a aussi une prise en main très facile, donc il peut être aussi accessible. Il n'y a pas que les fans qui aiment simuler. Après la publicité, on se retrouve, vous allez réapprendre à écrire les SMS, on retrouvera notre collectif français et puis des petits sites décalés. À tout de suite. On est de retour et Cédric nous a rejoint pour quelques Geek News. Mais des Geek News édulcorées. Il y a 3 infos aujourd'hui, on va commencer par la plus simple. ICQ revient avec la version 4 de ICQ. Est-ce que tu as un compte MSN? Non. Messenger. Donc ICQ, c'est un logiciel, on peut quand même le rappeler, d'instant messaging, et c'était le premier, créé par une société qui s'appelait Mirabilis à l'époque, et puis qui a perdu de sa superbe lorsque Microsoft s'est mis à l'instant messaging avec MSN Messenger, et là ils ont enfin une nouvelle version. Ouais, exactement, qui s'appelle ICQ4 tout simplement, Extra, et avec ça ils pensent regagner quelque part de marché, mais c'est pas gagné évidemment. Ils avaient perdu C'est-à-dire qu'ils étaient leaders et que maintenant il doit y avoir dans notre entourage, en tout cas c'est 2 ou 3 personnes qui utilisent encore ce système. Est-ce qu'il y a des fonctions novatrices? Alors en fait, ce qui est un petit peu triste, c'est qu'il y a des fonctions novatrices, mais qu'elles sont un petit peu copiées sur MSN. Ça veut dire qu'on peut envoyer des SMS. Bon. Comme sur SMS, donc pas intéressant. On peut jouer seul ou à plusieurs. Mais quel jeu? Ça dépend, parce que sur MSN, tu peux aussi jouer des jeux, mais ça dépend des jeux. Voilà. L'intérêt ici, c'est que les développeurs peuvent utiliser ce qu'on appelle des plugins pour développer des jeux ou des applications pour ICQ, avec lesquels on peut jouer soit tout seul, soit avec d'autres personnes qui ont ICQ. Tout seul, je vois pas trop l'intérêt de te mettre sur ton ICQ pour jouer tout seul. Exactement. Le problème, c'est que ICQ a été racheté par AOL en 1998, c'était il y a quelques années maintenant, et c'est depuis que ça a commencé à péricliter un petit peu. Et AOL doit quand même vérifier les plugins. Donc pour qu'ils soient acceptés, ils doivent être vérifiés par AOL. Donc ça limite un petit peu le champ des possibilités. C'est pas non plus quelque chose qui est devenu open source et qui est maintenant livré dans le domaine public. Alors ça n'a pratiquement aucune chance de survie. Ça va certainement ravir beaucoup d'utilisateurs qui utilisent encore ça sous Mac ou sous Linux, parce que sous Windows, malheureusement, MSN fait partie du lot Windows et est utilisé par la plupart des utilisateurs. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que donc MSN sur Mac ne fonctionne pas ou pas bien? Si, il fonctionne très bien sur Mac. Mais il n'y a pas par exemple la visio. Il y a moins de fonctionnalités, par exemple, tu ne peux pas le jouer. Ah oui, d'accord. Et donc voilà pour la première nouvelle, donc ICQ4. Il y en a une deuxième de résurrection qui est Netscape. On croyait que Netscape était mort l'année dernière, puisque AOL a viré un petit peu tous les développeurs qui travaillaient sur Netscape et qui travaillent maintenant sur Mozilla, donc qui est la version libre et la version Mozilla 1.7 va être utilisée pour lancer un nouveau produit qui est Netscape 7.2, qui n'a absolument aucune fonctionnalité nouvelle, sinon que par rapport à Mozilla, par exemple, on peut avoir Real Player. Winamp également qui sera avec. Il sera disponible à la fois pour Linux, pour Mac et pour Windows, et ce sera disponible d'ici quelques jours. C'est en version bêta encore pour l'instant. Malheureusement, c'est encore à utiliser par certains élitistes qui utilisent encore Netscape pour l'instant. Voilà, et il faut dire aussi qu'il n'y a pas de gros avantage à utiliser Netscape par rapport à Mozilla.
qui finalement est le code original sans tous ces plugins publicitaires que rajoute AOL dedans. Donc effectivement, qui sont essentiellement publicitaires. Et puis Netscape, c'est devenu une usine à gaz extrêmement lourde, que ce soit sous Windows, sous Mac. C'est devenu quelque chose d'assez compliqué. Il y a Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que Mozilla 1.7 RC1, qui est la dernière version, puisqu'il n'est pas encore finalisé, ben, je trouve qu'au contraire, il a gagné en souplesse et en réactivité. Au contraire, ils essayent d'améliorer le code. Je trouve qu'il s'améliore, moi. Et ils essaient aussi de donner ces applications de manière autonome les unes par rapport aux autres. Par exemple, il y a le navigateur, il y a le lecteur de courrier électronique, il y a aussi l'éditeur de page HTML qui s'appelle NView maintenant et qui est développé par Ils vont le rendre indépendant ? Tout à fait, et qu'il est déjà pour Linux et pour Windows, mais pas encore pour Mac pour l'instant, parce que ça manque malheureusement de développeurs dans le monde open source. Ben, c'est pas un monde comme souvent. Et puis la dernière nouvelle de la semaine, c'est qu'aux États-Unis, on va pouvoir acheter des PC qui sont plus forcément sous Windows, mais qui sont complètement singés sur le modèle Windows. C'est vendu par Walmart, qui est la plus grande chaîne de distribution aux États-Unis. C'est un petit peu le Carrefour, je ne sais pas si on peut citer de marque, aux États-Unis. C'est un supermarché, quoi. C'est vraiment le gros supermarché aux États-Unis. Ils avaient déjà essayé ça avec certaines distributions Linux. Ici, ils utilisent un produit qui s'appelle Sun Java Desktop, qui est fait par Sun et qui embarque un système Linux, mais on ne le voit presque pas, en fait. Et c'est vraiment comme un système Windows. C'est assez neutre. C'est quoi? C'est de l'open source, alors, ça? La plupart des programmes sont open source, notamment GNOME, qui est l'environnement utilisé. Il y a StarOffice, qui n'est pas un produit open source, c'est OpenOffice, qui est un produit open source. Et puis il y a aussi Mozilla, il y a Evolution, qui sont là des produits open source. C'est un petit peu un mélange des deux. Et là, c'est un environnement qui coûte beaucoup moins cher que Windows. Malheureusement, les gains constatés par année sont d'environ, selon l'analyste IDC, sont d'environ 100 € par an. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, parce que tu as le coût de licence, puis tu as le coût de support. Qui fait que finalement, tu ne gagnes peut-être pas à tous les coups. Mais enfin, d'un autre côté, tu soutiens le monde du libre en achetant cette solution-là. Et ça, on ne fait pas en utilisant Windows, effectivement. Voilà pour trois petites big news. Moi, j'ai reçu un dernier de la FUL. Ouais. Donc, l'association française des utilisateurs de Linux qui veulent mobiliser les médias, donc message à faire passer, pour que les gens arrêtent de pirater les logiciels de Microsoft qui leur font perdre beaucoup d'argent à Microsoft. Et donc, la FUL, l'association française des utilisateurs de Linux, demande à tous les utilisateurs de Linux de pousser tous les gens qui utilisent des logiciels piratés à payer leur licence et à rembourser l'argent qu'ils ont volé à Microsoft, parce que la FUL pense que si tout le monde payait les logiciels Microsoft, peut-être que beaucoup moins de gens les utiliseraient. Voilà, c'est très marrant ça. Hein. Conclusion. Belle conclusion. Récupérer tous les super-héros pour l'instant, on a connu Superman, Spider-Man, Batman. Un dernier petit jeu, Gilles. Oui, Spawn Armageddon, qui est un jeu tiré d'un héros des comics pas hyper connu. On l'avait vu dernièrement dans Soul Calibur 2, puisqu'il était devenu l'ambassadeur de la version Xbox, mais il n'y avait pas vraiment eu de jeu digne de ce nom autour de lui. Non, Spawn, je ne connaissais pas. Spawn, c'est un personnage des Marvel Comics qui est un peu maudit comme ça. On le reconnaît parce qu'il est toujours avec une cape rouge, très spectaculaire. Tu les vois les pochettes de petits bouquins. Moi, j'étais un fan des comics. Et c'est toujours la cape qui fait vraiment son caractéristique. Puis il n'est plus vraiment humain. Il est un peu démoniaque. Voilà. C'est ça, c'est un personnage de McFarlane en fait qui était assez intéressant à la base parce que c'est plutôt un anti-héros. Il a été beaucoup utilisé par certains dessinateurs de cartoons parce qu'il était très graphique et c'était un peu un exercice. Ne fût-ce que la carte. Tu devais le dessiner. Voilà, exactement. Il a été dessiné par plein d'auteurs différents. Et Spawn à la base, en fait, c'est un homme qui était un agent des services secrets américains, qui devait un tueur à gages, qui meurt dans une explosion d'une mission qui a mal tourné, se retrouve plongé en enfer, pactise avec le diable du 7e sous-sol de l'enfer, comme nous raconte-t-on, pour revenir sur Terre en échange de devenir un bon soldat à la charge de la cause du mal. Il revient sur Terre 5 ans après sa mort, quelque chose comme ça. Malheureusement, il revenait pour revoir sa tendre et chère qui s'est remariée avec son meilleur ami. Ouais. Pas de bol. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment un méchant, quoi. C'est un vilain, c'est un noir. C'est un mec torturé de l'intérieur. C'est des bénets. C'est pas un gentil à la base. C'est pas un gentil. C'est un personnage torturé, puisqu'en fait, lui, il revient par amour, mais il se retrouve, malheureusement, il a pactisé, c'est trop tard. Mais alors, est-ce qu'on retrouve toute cette dimension, tout ce mal-être du personnage dans la mécanique du jeu? Bien, malheureusement, non. Dans le jeu, on aurait justement aimé profiter de tout ça. Il y a une belle cinématique d'intro qui nous parle de ça, mais c'est quand même pas très clair. Pour les gens qui ne connaissent pas Spawn, difficile d'un peu apprécier ça. C'est un bel jeu d'action où il fait des cumulés. C'est un jeu d'action assez bourrin, pas mal réalisé quand même, parce que dans un premier temps, on prendra plaisir à avancer, à progresser avec toute cette série d'armes avec Spawn et jouer avec ses pouvoirs. Alors Spawn n'est qu'un prétexte, je veux dire, pour... À l'action. Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu issu d'une mode de récupérer tous les super-héros pour l'instant. On a connu Superman, Spider-Man, Batman. Donc Spawn arrive finalement comme un personnage de choix après, intéressant. Après, les Schtroumpfs. Ouais, bon.
Et en fait, ici, donc, le jeu, dans un premier temps, est amusant, mais rapidement lasse, parce que justement, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Par exemple, un détail, il y a des points de contrôle comme ça dans le jeu, un peu pour ne pas perdre son chemin. Alors que les niveaux... Est-ce que quand tu perds ton chemin, on dit qu'il spawn? Non. Mais d'un autre côté, on ne se perd pas, puisque les niveaux sont de tout rikiki, c'est vraiment un peu lamentable. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans le jeu, en fait? Pas grand-chose. Pourquoi tu nous en parles? Je vous en parle parce que c'est un personnage clé à la base, qu'il était hyper attendu de 2, et que d'un autre côté, pour les gens qui aiment simplement rentrer dans un jeu très bourrin et rentrer dans l'art, ça plaira quand même. Si vous êtes un bourrin, voilà un jeu pour vous dans Cybercafé. Un bon jeu pour... Une bonne daube. T'as de la gueule. Un téléphone dans un stylo, qui est intégré dans un stylo, en fait. C'est un autre super-héros qui est de retour maintenant, Philippe. Oui, bien sûr. Et tu viens nous parler de... Je viens vous parler du Penphone. C'est le téléphone de Sean Penn. Le téléphone de Sean... Non, je pense pas. Non. Ça pourrait être un peu... Ça fait un peu téléphone de James Bond, en fait. C'est un téléphone dans un stylo, qui est intégré dans un stylo, en fait, sur lequel il n'y a pas de clavier. Il y a évidemment un haut-parleur, il y a évidemment, comme c'est un stylo, une mine avec laquelle on n'écrit pas. Et alors... Tu peux écrire quoi? Tes SMS avec? Mais voilà, exactement, c'était la question qu'il fallait poser. Tu écris tes SMS? Tu écris tes SMS. Et puis tu écris le numéro de téléphone auquel tu veux l'envoyer? Exactement. Et tu écris, cela dit, attention, tu écris lettre par lettre, un peu comme on utilise un PDA, un palm, tu écris en majuscule. Tu écris en majuscule, lettre par lettre. Et pour téléphoner, tu composes le numéro de téléphone en écrivant, quoi. Donc il faut avoir une surface, évidemment, sur laquelle on écrit, mais fictivement, parce qu'il n'y a pas de mine, il n'y a pas d'encre dans la mine. Et alors tu écris, donc 04, 95, etc. Oui, mais moi, ma petite question, c'est, tu serais obligé d'avoir de nouveau un vieux calepin avec tous tes numéros de téléphone pour pouvoir... Pourquoi? Mais ça, tu fais la première fois éventuellement, si tu veux. C'est pour appeler des gens que tu appelles oui, mais t'as la mémoire. Voilà, tu vois. T'as quand même une mémoire dans le téléphone. Bien entendu, t'as une mémoire. Enfin. Sans clavier. C'est uniquement quand tu dois écrire un nouveau numéro. Mais c'est uniquement quand tu dois écrire un nouveau... On avait compris la même chose. On n'avait pas compris, nous. Bon, quoi, c'est pas clair. Mais non, mais je dis sans clavier. Est-ce que je peux avoir un carton de bière, s'il vous plaît? Je voudrais appeler ma mère. Non, il y a évidemment une mémoire. Et de surcroît, si par hasard, il n'y a pas d'endroit où tu peux écrire, donc il n'y a pas de surface sur laquelle tu peux écrire, c'est pas toujours évident nécessairement, il y a évidemment la reconnaissance vocale. Donc c'est-à-dire que pour les numéros que tu as encodés, mais aussi tu peux faire la reconnaissance, comme c'est le cas avec les Xelibris de la même marque, tu peux dire 0, 4, 9, 5, et il va composer ce numéro de téléphone. Est-ce que tu peux envoyer tes SMS en faisant de la reconnaissance vocale aussi? Non. Mais ça devrait venir, ça devrait venir, effectivement. Ça, c'est plus difficile parce que pour le moment, la reconnaissance vocale qui est utilisée, il reconnaît un son et il joue un numéro de téléphone. Alors que ce que tu demandes, toi, c'est qu'il reconnaisse de quel mot il s'agit pour pouvoir l'orthographier correctement et le mettre en... Là, finalement, mieux vaut, par exemple, utiliser une technologie comme Push-to-Talk qui permet d'envoyer un message enregistré vocal comme un SMS. Cette technologie doit exister puisqu'il y a des technologies qui ont été développées pour les non-voyants, un truc comme ça, qui reconnaît la reconnaissance vocale. Oui, pour les ordinateurs, mais sur ordinateur, ça coûte très cher aussi. Ça demande une puissance de calcul qu'il n'y a pas encore dans un téléphone, encore que... Il se peut que cela vince. Il se peut que cela vince, effectivement. Cela dit, tout ce dont on parle, c'est un concept. Et si ça se fait un jour, ce sera en 2005 seulement. Le Penphone, c'est un concept. C'est un concept, oui, tout à fait. Vous ne me laissez pas le temps d'expliquer. Mais attends, mais j'ai cru que c'était un prototype et tout. Non, c'est un prototype concept, effectivement. Il existe des produits similaires, comme le Nokia Digital Pen, par exemple, qui permet des choses un peu similaires, mais qui n'est pas avec un téléphone intégré, donc c'est-à-dire qui est relié par Bluetooth avec un téléphone et qui permet effectivement de faire des choses un peu similaires. Il y a une société belge qui s'appelle Iris qui a un stylo comme ça qui fait aussi scanner. Voilà. Avec lequel tu peux faire de la reconnaissance de caractère et on pourrait imaginer que cette technologie permette un jour d'envoyer des SMS. Bien sûr. Voilà. Quand est-ce que ce téléphone va sortir ou s'il sort? S'il sort, c'est généralement quand c'est des concepts comme ça qui sont présentés, c'était le cas au Cebit, c'est 2 ans après. Voilà, eh bien vous avez 2 ans pour faire des économies pour vous procurer ce petit stylo quand il sortira. catalytic-chamber.com, la chambre de catalyse. Alors Sylvie, qu'est-ce que tu nous as trouvé sur cette merveilleuse toile qu'est le web? Encore un collectif français et qui parle encore de musique, qui s'appelle catalytic-chamber.com. Ça regroupe une demi-douzaine de DJ avec toute une série de web designers, de photographes et de fans qui mettent tout en ligne, qui supportent leur action et qui font alors leur promotion, qui permettent qu'on en parle. Et Marjorie fait partie de cette équipe. Bonjour. Elle vient de Lille, rien que pour nous en parler. Ah, de là-bas Oui. Alors, c'est né il y a combien de temps, ce collectif, et pourquoi finalement? Alors, pour dater, c'est un collectif qui existe depuis 2002.
mais qui existe humainement depuis beaucoup plus longtemps. Parce qu'en gros, c'est un collectif qui vient formaliser un groupe de gens, un groupe de DJ, en effet, de photographes, surtout un web designer qui est Bruno, qui s'occupe de gérer le site. Et voilà, qui s'est formalisé autour de l'organisation d'une soirée à l'origine. Et puis après, ça a pris son ampleur et c'est devenu une vraie plateforme de promotion de tous les gens du collectif, quoi. Parce qu'il y a des morceaux, des DJ à télécharger en entier. On télécharge tous les DJ, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc il y a des mix, en fait, des mix et des morceaux créés par eux aussi. Donc on a, je sais pas, il y a une vingtaine de choses à télécharger et c'est constamment en mouvement, quoi, ça se renouvelle, tout ça, et plein de nouveautés. Il y a des morceaux que les DJ ont fait et puis alors il y a les sets carrément qu'on peut télécharger, des sets quoi, d'une heure Ouais, voilà, c'est à peu près ça, des sets complets. Alors après, au-delà, ça prend trop de temps à télécharger, donc on évite de faire des trucs trop longs, quoi. Mais bon, en effet, c'est 1 heure de mix, donc qui permet de voir vraiment, on va dire, tout le panel de chaque DJ aussi, parce que chacun a plusieurs styles aussi, quoi. Donc il y a plusieurs mais c'est toujours dans la musique électronique. Toujours dans un rayon entre la house, la techno. On en a qui vont plus vers les hard tech et d'autres qui sont plus vers de la D-box. Mais bon, voilà, après c'est... Et alors, c'est un grand collectif d'amis, de potes. Et alors, on peut les suivre avec les photos, les barbecues, il y a des vidéos les aussi. Soirées, leur vie sous tente. Ouais, leur vie sous tente. Il y a des vidéos des soirées qu'on peut aller voir. Ouais, il y a des vidéos des soirées à aller voir. Et il y a une énorme bibliothèque de photos aussi. Donc, c'est principalement les photos organisées par le collectif, mais aussi des soirées où on va dire, tout un groupe de DJ sont allés, genre à Montpellier, ils sont descendus en masse. Donc là, pareil, il y a une espèce de petit reportage, quoi, de Catalytic Chamber. Parce que Marjorie et ses copains peuvent débarquer chez toi si tu veux et organiser ta soirée. Ah, vous faites et en Belgique aussi alors? Eh ben pas encore, mais pourquoi pas. On aimerait bien justement ouvrir les frontières et puis aller faire des soirées un petit peu ailleurs. Donc il y a le côté organisation complète de soirée, parce que maintenant on a fini par développer une vraie compétence sur ça.